Ok, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 18h33, nous allons commencer. Je voudrais donc commencer par souhaiter la bienvenue à Benoît qui rejoint pour la première fois le cercle du management de transition. Bienvenue à toi, Benoît, Bonjour François, bonjour à tous, merci pour ton accueil. avec plaisir. Bonjour à vous tous également, vous êtes 130 là à nous avoir rejoints. Euh, je vous propose qu'on passe cette heure et demie en compagnie de Benoît Durantinès de chez Widen euh, à traiter d'un sujet, évidemment, vous l'avez vu hein, sur les invitations. Euh, Quelles sont les nouveautés, les innovations que mettent en place les EMT, les entreprises de management de transition, et quels sont les bénéfices, les retombées que peuvent en attendre les managers de transition. Donc, on va écouter Benoît sur ce sujet-là. Juste avant, je vous mets l'ordre du jour à l'écran, euh, en partage d'écran. C'est par ici. Allez, c'est là. Euh, Hop, je vais vous présenter donc en 2-3 minutes rapidement le cercle du management de transition pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous présenter un sondage justement pour que l'on sache et que Benoît sache quelle est la nature de l'auditoire qu'il a en face de lui. Euh, il interviendra ensuite sur la présentation évidemment rapide de Wayden, mais surtout aussi sur le sujet là que nous avons décidé ensemble, c'est-à-dire quelles innovations par les EMT. On sait qu'il y en a de plus en plus et il nous dira lesquelles et quelles sont celles que Wayden d'ailleurs met en place et quelles sont surtout les retombées positives pour nous, managers de transition. C'est bien beau d'en parler, mais c'est certainement pour mieux rayonner, on va dire, et travailler comment dire, euh, euh, l'éthique, entre autres, c'est dont on parlera, mais c'est aussi pour une évolution, c'est aussi pour des retombées positives pour nous, managers de transition. Voilà. Donc, Benoît nous en parlera. On procédera bien sûr à chaque fois, comme à chaque fois, aux échanges en format de questions-réponses. Et puis, je vous présenterai un petit sondage sur la fin également pour recueillir votre avis et on conclura. Euh, voilà, simplement pour présenter le cercle à ceux qui ne le connaissent pas. Euh, je vous montre ici la première page du site où vous voyez qu'il y a euh, des services pour trouver plus vite sa mission, pour s'inscrire et être visible de l'ensemble des cabinets. Et puis à droite, là, dans quelques jours maintenant, eh bien, un service d'accompagnement ou de formation en solo ou en groupe, eh bien, pour ceux qui veulent devenir manager de transition ou qui veulent perfectionner leur présence sur ce secteur d'activité. Euh, Voici rapidement hein, les quelques services qui sont proposés à la fois aux abonnés quand c'est en bleu foncé, il y en a 25, et à la fois à l'ensemble des visiteurs pour ceux qui sont en bleu clair, il y en a aussi une vingtaine, et tout ça pour trouver plus vite une mission, vous le voyez, réseauter, gagner en visibilité et se former ou s'informer. Je vous montre rapidement aussi quelques-uns de ces services phares qui sont à la disposition des abonnés notamment par exemple ici euh, l'annuaire des cabinets, des EMT, des entreprises de management de transition. On voit par exemple un cartouche ici évidemment avec Wayden, mais vous voyez ici aussi un extrait de ce qui vous attend. Hein. Il y en a 79 entreprises de management de transition qui sont référencées. Vous avez également dans l'annuaire des partners, consultants, talent managers, eh bien, une vignette pour chacun des 352 personnes qui travaillent dans ces cabinets. Vous avez à l'écran ici la force vive de Wayden, bien entendu.
Et vous avez aussi un autre service qui est très apprécié par nos abonnés. Eh bien, ce sont les offres de mission qui sont publiées sur Internet par, par certains cabinets et qui sont concentrés ici tous les soirs sur le site du Cercle, ce qui permet aux abonnés du Cercle bien le matin au réveil, en prenant un café, bien de découvrir ce qui est sorti dans la nuit. Voilà assez vite une présentation du Cercle. Je vous signale aussi pour ceux qui découvrent et qui veulent en savoir plus, que j'ai organisé, vous le verrez sur la page d'accueil du site, des séances d'information, de présentation du cercle à bâton rompu. Il y en a une vendredi midi, il y en a une autre lundi qui suit. Voilà pour ce qui est de la page de pub du cercle pour commencer. Je vais peut-être, avant de laisser la parole du coup à Benoît, lancer ce petit sondage comme on le fait à chaque fois. Voilà, c'est parti. Vous pouvez le renseigner à votre guise. Combien de missions avez-vous déjà réalisées dans votre vie de manager de transition? Comment trouvez-vous principalement vos missions via les cabinets, en prospectant en direct les entreprises ou grâce à vos réseaux? Dites-nous ça. Dites-nous également, c'est la question 3, si vous êtes référencé ou pas chez Wayden. Et dites-nous, c'est la question 4, comment vous qualifiez votre expérience client chez Wayden? Globalement, je veux dire, on sait très bien arriver au contact d'une entreprise de management de transition, il y a plusieurs étapes que l'on passe, du premier coup de fil ou au premier mail jusqu'à le décrochage de la mission et le suivi de mission. Benoît nous en parlera certainement. Voilà, il y a une quantité de multiples étapes qui nous permettent d'être au contact de chacun des cabinets et aujourd'hui de Wayden. Donc, dites-nous comment vous qualifiez cette expérience client. Voilà, on est à peu près combien déjà? Allez, il y a une centaine de personnes qui ont répondu. Je continue à admettre des personnes qui viennent d'arriver. Voilà, on va clôturer le sondage. Je pense qu'avec une centaine de participants, il est assez représentatif. Je mets fin au vote et je partage les résultats à l'écran. Vous voyez que donc on a ici présent un public qui globalement, c'est en rouge, majoritairement à 35% sont des personnes qui sont plutôt confirmées. Ils ont 3 à 6 missions à leur actif. On voit également que vous trouvez plutôt vos missions via les cabinets, via les entreprises de management de transition pour plus de la moitié. Voilà, ça représente, Benoît nous le confirmera en tant que membre du conseil d'administration de France Transition, mais ça représente la tendance qui est annoncée par France Transition. La question numéro 3 était: est-ce que vous êtes ou pas référencé chez Wayden? Une moitié, on va dire oui, et l'autre non. Et notamment pour 10% parce que vous n'êtes pas encore manager de transition, d'accord. Et puis la question peut-être qui intéresse pas le plus Benoît, mais c'est: comment qualifiez-vous l'expérience client globale vécue chez Wayden? Alors attendez, ça va de 5 étoiles là-haut jusqu'à à revoir tout en bas. Alors j'ai toujours du mal à faire des moyennes, mais voilà, on est allez, en 3 étoiles à mon avis, si on veut équilibrer les choses, Benoît. Voilà. Allez, j'arrête de partager ce sondage. J'admets encore les personnes qui frappent à la porte. Nous sommes 153, 154. Bravo à tous. Et puis, je vais transmettre la parole à Benoît. C'est bien beau de parler, de présenter le cercle et de faire ce petit sondage, mais
On va laisser la parole à Benoît, qui va nous présenter Wayden et puis le sujet, la thématique dont on parlait. On va l'interroger aussi. Mettez bien vos questions dans le chat, hein. Olivier Duquesne, qui est présent, et moi-même allons les relayer auprès de Benoît. Pas de questions personnelles, vous l'avez compris, hein, on est là sur des sujets macro. On ne va pas s'intéresser à votre mission de management de transition en marketing qui est complexe à trouver. Non, non, voilà, on est sur des sujets génériques. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Voilà, Benoît, écoute. Merci La parole François. est à toi, je t'en prie. Merci François, je vais prendre le relais. Donc, Voilà. bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis Benoît Durantis-Ness. Je vais faire une petite aparté avant de prendre la main, de me présenter rapidement, de présenter Wayden et puis de parler du sujet qui nous intéresse ce soir, qui est le sujet de l'innovation et on va dire du changement actuellement. Oui. Je vois évidemment dans le sondage, il est super intéressant, et notamment la 4e question: comment qualifiez-vous votre expérience client globale vécue chez Wayden? Alors il y a 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Les 4 et 5 étoiles, ça m'intéressera de les regarder parce que ça fait toujours plaisir de se faire du bien. Mais tout ce qui est 3 étoiles, c'est-à-dire bien correct, 2 étoiles, peut mieux faire, et 1 étoile, à revoir. Globalement, on parle de 30 personnes. J'aurais aimé, si ça ne vous dérange pas, que ces 30 personnes, si elles le peuvent, m'écrivent un mail personnellement pour m'expliquer quel a été le problème à revoir, peut mieux faire ou bien correct. Et ça, si vous voulez, c'est un peu la démarche qu'on va parler ce soir, d'amélioration continue, parce que pour moi, un des éléments qui est au centre de tout en ce moment, c'est évidemment l'expérience client. Okay. Voilà. Je suis très content, sinon, parmi toutes les personnes qui sont là, de reconnaître beaucoup de noms dans les présentations. Certains comme Catherine Anne qui disent au top, ou Christophe Orxel qui se déclare aussi manager chez Wayden. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benoît Durantis-Ness. J'ai 50 ans. C'est important, vous verrez, parce que je considère que je suis à peu près à la charnière entre la génération, on va dire, actuellement, qui est aux commandes des entreprises et celle, j'essaye celle qui va arriver bientôt sur le marché. Je suis marié à une femme néerlandaise et en permanence, elle m'ouvre l'esprit et elle me fait ne jamais m'endormir sur des vérités et sur des choses acquises. Et également important, j'ai 2 filles de 16 et 18 ans. Et ça, je peux vous dire en ce moment, on va le voir tout à l'heure aussi, il y a des choses que j'ai plus le droit de dire à la maison et qui sont plus dans l'éducation, moi, que j'ai reçue. Et c'est important aussi de pouvoir réagir par rapport à ça. Ce soir, je vais essayer de vous offrir aussi un triple prisme de lecture. D'abord, en tant qu'ancien manager de transition, puisque entre 2008 et 2012, en 2008, je quitte un grand groupe dans lequel j'ai passé 10 ans et sur lequel j'avais pour la fonction j'étais injecté à la tête des boîtes rachetées dont les deals d'earn-out se passaient mal, et j'avais pour mission d'intégrer une PME rachetée dans le grand groupe avec tout ce que ça peut comporter de transformation en urgence. Et quand j'ai quitté ce groupe-là, pendant 5 ans, entre 2008 et 2012, c'est la jeunesse de Wayden, j'ai réalisé des missions de retournement et de redressement d'entreprise pendant 5 ans pour compte propre. Je ne savais même pas ce que c'était que le management de transition, je ne connaissais aucun acteur, aucune EMT. Voilà. Et puis, ensuite, je vais vous donner un deuxième prisme de lecture possible en tant que patron de MT, puisque j'ai créé Wayden en 2012 et je dirige cette entreprise qui est aujourd'hui une des entreprises du paysage du management de transition. Et puis, troisième prise de lecture, en tant que membre du conseil d'administration de France Transition depuis 2016. Et en particulier, j'ai une bonne vision transverse puisque au sein de France Transition et du conseil d'administration, je suis en charge des études. Donc, c'est moi qui m'occupe du baromètre et c'est moi qui m'occupe, vous la connaissez peut-être ou vous pouvez la retrouver sur le site de France Transition, francetransition.org, de l'étude Xerfi qui est réactualisée tous les 3 ans, 2016-2019, sur notre marché. Voilà. Avant peut-être de commencer notre sujet, François, tu souhaitais que je dise quelques mots sur Wayden. Alors, globalement, Wayden, c'est une EMT.
qui est pure player dans l'écosystème du management de transition, c'est-à-dire qu'on ne fait que du management de transition, on ne fait rien d'autre, qui s'est déployé depuis 2013 à partir des missions que j'opérais en tant que manager. Aujourd'hui, nous réalisons un peu plus d'une centaine de missions par an. On est une entreprise, et ça me fait plaisir, qui est en croissance sur 2020 versus 2019. On est d'ailleurs, je pense, une des 2 seules entreprises en croissance. Le marché, globalement, accusait moins 20%. On pourra en discuter tout à l'heure. Ce qui nous place à peu près, je ne sais pas, en termes de taille et d'importance, peut-être à la 5e, la 6e place, j'espère un peu mieux au cours des années à venir. On est basé sur Paris, mais on rayonne sur toute la France et un tout petit peu sur l'international, quoique le marché du management de transition soit essentiellement domestique. Et Wayden comporte 8 directeurs associés, et je vais en reparler tout à l'heure. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs et sur des sujets de remplacement, de renforcement ou de retournement avec les meilleurs managers de transition. Alors, plutôt que de vous faire une présentation de Wayden, je vais essayer de vous parler des spécificités de Wayden en quelques mots, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est passé, et on le verra tout à l'heure, d'une logique finalement, quand on va voir nos clients, on n'est plus dans l'évangélisation. Les gens globalement savent ce que c'est que le management de transition. Ce qui les intéresse, c'est la différenciation. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Wayden? En peut-être 3-4 points. Déjà, je pense que Wayden est positionné sur le haut de gamme du management de transition. En tout cas, essaye de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on va avoir des cibles clientes que d'entreprises qui font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie, dans les services, dans la distribution et le retail. Et donc, les managers qu'on va calibrer sont dimensionnés en conséquence. Et on se positionne sur les directions de premier rang, c'est-à-dire les fonctions de comité de direction, soit donc la fonction régalienne, soit une expertise en mode projet. Pourquoi c'est spécifique? C'est parce que pour être capable d'avoir ce type de mission, il faut aller voir au-dessus, il faut aller voir des CEO, des DG, des actionnaires, des fonds de private equity, des family office. Et ça ne se décrète pas. Pouvoir avoir accès à ces missions, ça passe bien sûr par la prospection, mais aussi par les réseaux. Une deuxième spécificité pour Wayden, et qui est peut-être conséquente à la première, en amont de la chaîne d'exécution, nous opérons une sélection importante des candidats. Les candidats que nous retenons. Pour vous donner quelques chiffres, en ce moment, par semaine, on reçoit une centaine de candidatures. Le marché est ainsi fait qu'il y a beaucoup de gens disponibles et qu'il y a peu de missions. C'est le marché du management de transition qui veut ça. On reçoit une centaine de candidatures. On en rencontre beaucoup puisqu'on en rencontre une quarantaine par semaine pour n'en retenir à la fin que 15 qui vont rentrer dans Wayden Sélection, le groupe des gens avec qui on va dire, on a opéré une première sélection, on se réserve la possibilité, avec leur accord bien sûr, d'opérer une mission potentielle. Toutes ces personnes rencontrées ont un solide parcours sur des références de taille significative, et la différence se fait principalement aujourd'hui sur les soft skills lors de la rencontre et des prises de référence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont forcément… alors déjà, je crois que tout le monde n'est pas fait pour le management de transition. Ce n'est pas parce qu'on est disponible qu'on est potentiellement manager de transition, mais c'est aussi de pouvoir calibrer, segmenter les personnalités. On ne met pas la même personne dans une entreprise familiale que dans une entreprise qui est dirigée par indirectement par un fonds de private equity qui a des requêtes un peu plus sharp. Voilà. Au sein de Wayden Sélection, on a d'ailleurs nous-mêmes créé un groupe spécial dont peut-être le nom du groupe de François s'est inspiré, puisque depuis 2018, on a le Cercle by Wayden, mais le nôtre regroupe volontairement une toute petite partie des managers, une cinquantaine environ, de métiers hyper sélectionnés parmi les meilleurs que nous connaissons et sur lesquels on opère une proximité particulière et des investissements en temps et en argent pour les soutenir dans leur excellence. Troisième élément important de différenciation, dans l'exécution du métier de management de transition, l'exécution des missions, nous opérons en forte proximité avec le manager, en essayant de donner une valeur importante au manager comme au client, dans le but de garantir la qualité de l'émission. Pour être capable de réaliser cela, il faut des prérequis, et le premier prérequis pour moi, fondamental, c'est que les directeurs associés, les 8 directeurs associés chez Wayden, sont tous des anciens opérationnels d'entreprise. Quand je dis ça, j'oppose ça à des gens qui, dans certaines EMT, n'auraient fait que du recrutement.
Pourquoi? Parce que quand on est au sein d'une mission et qu'on veut apporter une valeur ajoutée à un manager, ben, il faut pouvoir savoir ce que c'est, comment organiser une entreprise, avoir vécu des situations de management, s'être soi-même confronté au courage managérial de dire non. Hein, le management, ça commence par dire non. Les organigrammes complexes, la politique et savoir comment ça tourne. Quelle est la valeur ajoutée justement de Wayden sur une mission en connaissance de cause pour moi, parce que j'ai moi-même réalisé des missions, ben, je crois que la première chose sur une mission, quand vous les réalisez, peut-être ceux qui en ont déjà réalisé pour le confirmer, on est tout seul. On est absolument tout seul et de temps en temps, bah, c'est difficile de parler aux clients, étant donné qu'il y a un rapport direct économique qui peut se créer aussi. Le directeur associé va pouvoir être un sparring partner, surtout s'il connaît l'entreprise, il connaît son client, il agit dans l'ombre, mais il est un véritable support au quotidien avec le manager et on peut échanger quand on a des doutes, quand on veut partager des choses, on n'a pas forcément les réponses, mais en tout cas, on les trouve ensemble. Ensuite, le deuxième point important pour moi dans la valeur ajoutée qu'on apporte sur une mission, c'est que le manager doit se concentrer sur le positif de la mission. Il est là au quotidien avec le client pour le positif. Donc, toutes les actions qu'il peut y avoir de recalage d'une feuille de route qui dérape, d'un client qui n'est pas franc, qui n'est pas content, etc., doivent être pris en charge par le directeur associé afin de permettre de maximiser la qualité de la mission et son déroulé au quotidien. Et pour ça, il faut du courage managérial, donc il faut savoir soi-même comment fonctionne l'entreprise et s'être déjà confronté à ce type d'exercice. Enfin, le directeur associé, il peut apporter, il comble aussi les carences technico-fonctionnelles du manager qu'il peut avoir. On ne sait pas tout le temps, et en permettant un accès immédiat à la communauté Wayden. Voilà. Et c'est avec cette façon d'agir en proximité, qui est issue de notre savoir-faire et de notre expérience de suivi de projets industriels, notamment, je viens de là, et mes associés aussi, nous avons adapté à l'exécution de notre métier. Alors après, on peut mettre tout ce qu'on veut, des méthodologies, du suivi et tout, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des dirigeants, aussi bien le client que le manager, qu'on ne va pas prendre par la main pour faire un point. Voilà. Après, on peut faire des choses agréables, comme aller déjeuner, prendre un café, mais ce n'est pas ça qui fait la valeur ajoutée d'une mission. Et le dernier point, vous l'avez compris, je pense qu'il y a aussi une marque de Fabrique ou des valeurs de Wayden, c'est que nous sommes des gens pragmatiques et directs. Voilà, on est des doueurs, on agit concrètement. Moi, je tiens à ce quand on appelle quelqu'un, on le rappelle, on le tient au courant, on reste accessible, on débriefe. Bref, on n'est pas des gens de statut, on est des gens de contribution et on essaye de rester en agilité maximum. Comme disait Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, on vit en état de permanente bêta pour pouvoir en permanence rester alerte et puis se corriger. Enfin, pour terminer, Wayden est membre de France Invest. France Invest, c'est le groupe des fonds de private equity, puisque ce sont des donneurs d'ordre. Nos méthodologies sont labellisées, on va y revenir, par Bureau Veritas Certification. Pour moi, c'est important. Et on est une première dans l'écosystème du management de transition depuis le 25 février 2021. Wayden est labellisé, c'était un gros travail, je vais y revenir tout à l'heure, labellisé RSE 26 000 auprès du label Lucie. Voilà. Petite présentation sur laquelle j'ai un peu débordé, François, mais ça permet aussi d'introduire. C'est important, en effet, de recaler un petit peu le MT Wayden par rapport au marché et puis de dire un peu ton histoire. Voilà, exactement. Donc, le sujet qu'on va aborder ce soir, et je vais y venir maintenant plus dans le détail, est un sujet qui est passionnant parce que pour moi, c'est garder les oreilles ouvertes à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est du changement parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Et troisièmement, c'est de la curiosité, de la culture et un peu de stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est 5% du temps. Le reste, c'est on déroule. Une fois qu'on l'a calibré, on sait où on va et qu'on a la vision, on déroule. Alors, quel est le constat aujourd'hui? Innovation dans les EMT, quelle évolution positive pour les managers de transition? On rentre dans le sujet. Le constat pour moi, c'est que le marché du management de transition a beaucoup évolué sur ces dernières années. Premier élément, hein, pour donner 2-3 repères, le management de transition, c'est arrivé avec la création des premiers cabinets de management de transition à l'époque depuis les années 2000. C'est resté assez timide au début, comme tout marché. Il y a eu peut-être un coup d'accélérateur avec la crise en 2008. Un autre point de repère, c'est qu'en 2013 se crée cette fédération qui veut donner une voix sur le marché, regrouper un certain nombre de MT. Donc, c'est assez récent finalement. Par l'expérience, je vous le disais, il y a guère que depuis 4-5 ans que
que chez les clients, on est passé, comme je disais, d'évangélisation à différenciation. Car avant, tout le monde voulait savoir ce que c'était que le management de transition. Aujourd'hui, nos clients disent « Ah oui, mais alors, Wayden, vous êtes qui par rapport à un tel ou un tel ou un tel ?» Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le marché se mature et que le marché grossit. Donc, c'est un marché qui est en croissance forte depuis plusieurs années, hein, puisque sur les 5 dernières années, on constate globalement à peu près une quinzaine de pourcents de croissance par an. Évidemment, modulo ce qui s'est passé en 2020. Donc, ça veut dire qu'il attire beaucoup de monde. L'environnement devient plus complexe. Et aujourd'hui, quelque part, peut-être l'offre même est supérieure à la demande, puisque je vous rappelle, même si le nombre de missions a augmenté, hein, on a compté, enfin Xerfi a compté en 2016, il y avait 60 entités qui se déclaraient faire du management de transition en intermédiation, hein, les EMT, et en 2019.o, ils en ont compté 90, donc c'est quand même énorme le nombre, et aujourd'hui on doit être à plus de 100. Donc la concurrence augmente. Quelques chiffres, le marché, il a été estimé à 440 millions d'euros en 2019.o. Il est réparti en 2 tiers marché, c'est-à-dire par les EMT, et 1 tiers marché en direct, et avec des disparités énormes, puisqu'on parlait de 90 acteurs, mais les 10 premiers acteurs dont Wayden fait partie captent les 2 tiers du marché intermédiaire. Donc, en gros, il y a 10 acteurs qui captent 200 millions d'euros d'activité et il y a 80 acteurs qui captent 100 millions d'euros d'activité. Donc, l'écart type est énorme. Il y a beaucoup de toutes petites entités qui font environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour mémoire, 1 million d'euros, c'est 7-8 missions par an, hein, puisqu'une mission moyenne, c'est 160-170 000 euros dans des conditions normales de température et de pression. Donc, c'est vraiment le truc qui fonctionne avec un gars, éventuellement une RH et puis une office manager. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu de constat du marché aujourd'hui qui va permettre de rentrer dans le sujet derrière. C'est un marché qui est accéléré aussi par l'augmentation des situations de changement plus rapides des équipes dirigeantes dans les entreprises. Ben oui, il y a le turnover dans les entreprises augmente, donc il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent entre 2 jobs et qui paradoxalement, qui en conséquence se disent « Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tel âge, les croyances vont encore qu'à 50 ans, on ne retrouve pas de boulot. Je crois que c'est complètement faux aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est, je dirais, pour vous rassurer tous, en tout cas ceux qui n'ont pas encore l'expérience, c'est que si vous n'êtes pas fait virer à 50 ans aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et si ça arrive, c'est une bonne nouvelle. Vous allez prendre du learning. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie avant de créer Wayden. La première fois, ça m'a permis de me rendre compte que le monde est super grand et qu'il n'y a pas que mon entreprise qui existe. Et la deuxième fois, ça m'a permis de réaliser que je ne remettrai plus à 1 tiers mon avenir professionnel et j'ai créé Wayden. Voilà. Donc, on a aussi un marché multimodal, puisque en tant qu'EMT, on a plusieurs clients. On a d'un côté les entreprises donneurs d'ordre et de l'autre côté les managers. Et la bonne nouvelle de nos métiers, c'est que mes candidats managers, ils vont devenir mes futurs clients peut-être, et mes futurs clients, ils ne le savent pas encore, ils n'espèrent pas, mais mécaniquement, à un moment donné, ils vont devenir mes candidats. Donc tout ça, ça évolue, ça avance et ça tourne. La crise sanitaire, pour finir, depuis début 2020, a perturbé l'activité. Je vous parlais de moins 20% d'activité, c'est les chiffres de Xerfi, mais qui a malgré tout bien tenu. Parce que par rapport à d'autres secteurs, vous prenez le secteur du recrutement, je crois que c'est tombé de 70-75%. Donc 20% de baisse. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du fait du positionnement haut de gamme du management de transition sur des fonctions dirigeantes incontournables, les missions qui étaient en cours ont perduré et il y a eu une carence des nouvelles missions qui fait, en gros, la croissance de l'année qui donne ces moins 20%. Donc, ça veut dire que les EMT, les entreprises de management de transition, se sont réinventées avec beaucoup de créativité, mais vous allez me dire, c'est un peu comme d'autres secteurs. On a vu l'accélération du digital. Moi, je me souviens de 2020, c'est mon directeur marketing qui m'a dit « Allez, on va faire des webinars ». Je ne sais pas si j'aurais eu le courage ou l'innovation dans le moment qui était le premier confinement, de me bouger pour dire « Allez, on va regarder à l'extérieur ». On était déjà en train tellement de gérer les choses à l'intérieur, c'était sans commune mesure.
des contenus aussi à valeur ajoutée, et puis des entretiens en distanciel. On n'en faisait pas avant. Fondamentalement, je suis plutôt en présentiel parce que, qu'on le veuille ou pas, on est dans un people business et l'interaction de l'alchimie de l'homme envers l'homme est importante. Mais c'est comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, à mon sens, qui est le titre de notre webinar, elle n'est pas arrivée naturellement. Je pense qu'elle a été accélérée et mise en œuvre par la situation, comme dans toutes les entreprises. Et donc, plutôt que innovation, je dirais que les EMT ont apporté de manière, en tout darwinisme, des réponses à leur marché pour survivre d'abord, et puis pour mieux piloter le virage de la transformation dans lequel nous sommes pleinement engagés, puisque le secteur du management de transition n'est pas différent des autres secteurs. Il faut qu'on se transforme tous pour pouvoir survivre dans ces nouveaux paradigmes. Je crois qu'on ne peut pas imaginer à ce jour tout ce qui va arriver dans les 10-20 années qui arrivent. Ce que l'on sait, c'est qu'il va falloir y aller totalement et sans hésitation. En tout cas, c'est ma conviction. Ce n'est pas possible d'embrasser tous ces changements de manière timide, parce que je pense que tout va être bouleversé. Et ne pouvant pas prévoir, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est de cultiver l'agilité qui seule nous permettra de bouger vite et de s'adapter. Et pour moi, ça reste un driver aujourd'hui, c'est cultiver l'agilité. Donc, ça veut dire dans les organisations que je déploie chez Widen et sur les missions, on fait toujours en sorte de pouvoir tout changer rapidement. Et je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. Il faut accueillir pleinement les ruptures qui vont arriver et qui vont générer aussi plein d'opportunités. Je lisais un article l'autre jour justement sur le changement et je veux donner un petit exemple. En 1900, il y avait 1 million de chevaux à Paris. En 1930, il n'y en avait plus que 4000. Et pourtant, l'économie a avancé, a progressé, les gens s'en sont sortis. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés. Évidemment, si vous vouliez rester maréchal ferrant, votre activité, elle baissait. Mais il se passe quelque part, c'est pas nouveau, il se passe exactement la même chose aujourd'hui. Alors, si je résume par rapport à notre métier du management en transition, quelles sont les 2-3 choses qui ont changé et plus particulièrement, on va dire, au sein de l'écosystème, le petit écosystème dans lequel on vit, qui est l'écosystème des dirigeants. Je crois que, allez, si je dois retenir 3 choses, déjà la première chose, c'est que les gens veulent de l'expérience et de l'engagement. L'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience client dont on parlait tout à l'heure. Moi, ça ne me va pas, enfin, ça ne me va pas, c'est comme ça, mais de voir des gens qui ont noté 1 étoile ou 2 étoiles, ou même 3 étoiles sur Widen, ça ne me va pas. Il faut que je me corrige, il faut que je mette en œuvre, il faut que je comprenne, est-ce que c'est des choses conjoncturelles et ce n'est pas normal que ça arrive, ou structurelles, et là, il y a un gros projet de transformation à faire. Donc, les gens veulent de la considération, du respect et de la qualité. Et l'engagement, c'est plus profond que ça, c'est que les gens vont vouloir travailler avec des sociétés qui ont des valeurs et dont l'action prône du sens. Et ça, c'est un fondamental qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Le deuxième élément pour moi qui est important, c'est que le client ou le partenaire est de plus en plus impatient. Aujourd'hui, on a été habitué à avoir des réponses en temps réel, donc il faut qu'on accélère dans l'anticipation. Et ça, je dirais, c'est même plus général que management de transition, mais en tout cas, ça s'applique à nous. Et le troisième élément pour moi qui change, c'est que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on est à une charnière générationnelle majeure entre une génération qui est non digitale et qui a le pouvoir aujourd'hui, et une génération full native digitale qui va arriver au pouvoir dans quelques années. Et tout ça, ça se fait avec un transversal de maturité digitale qui fait que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui se disent « zut, zut, comment on va faire? Je ne sais pas forcément faire ». Et ceux qui vont arriver au pouvoir, non seulement ils sont natifs, c'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet de s'adapter, mais en plus, ils sont un step plus loin, c'est qu'ils voient les choses complètement différemment. Et c'est d'autant plus impactant pour moi que nous évoluons dans un écosystème de décideurs, puisque ça impacte directement sur les décisions et donc sur les succès ou la santé, en tout cas, des entreprises. Et pour moi, ces 3 constats, alors c'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas, c'est ceux que je retiens, qu'on le veuille ou pas,
ce sont des nouvelles données qui sont incontournables et avec lesquelles il va falloir composer. Donc, pour illustrer tout ça, je voulais prendre 3 exemples de transformations importantes qui, à mon sens, sont à mener dans les EMT, dans notre écosystème du management de transition. Et je les expliquerai en conséquence, évidemment, qu'est-ce que ça va changer pour les managers de transition, car elles sont les clés pour le futur qui nous attend, selon les remarques qu'on vient de faire. Alors, les 3 exemples, c'est pour moi le besoin crucial de structuration des processus pour permettre une croissance durable au sein des EMT, bien sûr en restant agile, hein, mais structuration des processus. Encore comme que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de toutes petites boîtes qui finalement qui fonctionnent un peu au doigt mouillé. La deuxième chose importante, c'est l'obligation, à mon sens, pour les EMT aujourd'hui, comme pour les managers d'ailleurs, d'être visibles. Et là, on va parler de digital, de réseaux sociaux, de médias, etc. Et puis, troisièmement, c'est, à mon sens, préparer le futur et les nouvelles façons d'appréhender la vie et le marché du travail. Peut-être là qu'on va être plus amené à parler de RSE. Alors, premier point, donc le premier exemple, premier point, le besoin crucial de structuration des processus en interne pour permettre une croissance durable. Je vais faire un petit rappel sur l'organisation et l'évolution de l'organisation des EMT sur le marché. Les premières EMT, dans les années 2000, se sont organisés majoritairement en mode partnership, un peu comme les cabinets d'avocats ou certains cabinets de recrutement. En fait, c'était une somme d'associés, hein, voilà, qui sont tout puissants dans leur périmètre, dans leur PNL, et qui finalement développaient leur activité par silo, que ce soit par majeur sectoriel ou en tout cas practice, ou je ne sais pas comment on les appelle. Mais en tout cas, c'était des PNL un peu indépendants. Et puis, ce qui se passait, c'est qu'ils connaissaient le candidat un tel, le candidat un tel. Ah bah tiens, vas-y, avance avec lui et tout ça. Et tout ça, c'était fait… ça tournait bien tant qu'il n'y a pas eu besoin de transformation, parce qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passait? Ils regardaient un peu les comptes de résultats, ils regardaient ce qui restait, après avoir payé ce qui mutualisait, c'est-à-dire les locaux, le site internet, et puis je sais pas quoi, les 2-3 pubs qu'ils faisaient, ou les 2-3 actions, voilà. Et puis ils se partageaient le reste, schématiquement, comme les avocats. Aujourd'hui, les entreprises de management de transition les plus performantes sont organisées en mode corporation, c'est-à-dire à l'image de nos clients, comme des vraies entreprises. En tout cas, Wayden, c'est comme ça qu'elle est organisée, mais également d'autres, hein, Valtus, Delville sont organisés comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une organisation à part entière dans laquelle il y a des processus en interne, mais les directeurs associés ou les associés sont des salariés, quand bien même ils ont un intéressement capitalistique, c'est autre chose, mais en tout cas, ils sont fondamentalement. Ça veut dire qu'on laisse à l'intérieur de l'entreprise la possibilité de réinvestir pour se déployer. Et aujourd'hui, c'est important parce que dans la transformation, il faut des moyens. Pour faire labelliser, pour faire du marketing digital, il faut des moyens. Moi, j'ai un budget énorme de marketing digital par an, mais c'est clé, et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, hein, on a parlé de 90 acteurs sur le marché, et peu sont processisés. Et en plus, le métier n'est pas capitalistique. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes un peu business et que vous avez du réseau, schématiquement, hein, chacun peut dire autour de cette table ou de ce webinaire, ah bah tiens, je vais monter mon cabinet de management de transition ou mon EMT. Allez, je prends une RH, un truc où je fais tout seul. Moi, j'ai fait tout seul au début. Hein, et on va monter ça, on va déployer une activité et proposer ça à un plus grand nombre de clients et managers. Voilà. Alors, il y a pour moi un moyen qui est le moyen de la transformation et qui est porté aussi par la Fédération France Transition, c'est la mise en œuvre de la labellisation sur le référentiel déposé auprès de Bureau Veritas Certification. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un référentiel écrit et déposé depuis 2014 qui décompose toute la chaîne d'exécution de notre métier. Voilà, comment on fait le parcours candidat, le parcours client, quelle est l'interface qu'on met, comment on s'y prend, comment on fait à partir du moment où on récupère une mission potentielle, comment on la présente, comment on sélectionne, comment on met en rapport un candidat ou des candidats avec un client, quels sont les processus qu'on met en œuvre pour garantir
la confidentialité ou l'excellence, etc., le suivi de mission, etc., la fin de mission et comment on garde le learning, knowledge management, etc. Voilà, tout ça, ça a été écrit et il s'agit pour une entreprise qui veut se structurer et de se faire labelliser. Et simplement, comme dans toutes les démarches ISO 9000, hein, de dire ce qu'elle fait et de faire ce qu'elle dit. C'est une obligation pour toutes les EMT adhérentes de France Transition après 1 an d'adhésion. Voilà. Alors, Wayden, c'est un petit peu particulier parce que dès le départ, l'entreprise a été structurée selon les préceptes d'ISO 9001, car moi-même, je viens d'un monde de l'outsourcing d'ingénieurs et c'était juste basique que de faire ça à chaque fois. Donc, Wayden a été monté selon ces préceptes-là. Donc, au moment de notre première labellisation, en 2015, Bureau Veritas Certification, ça a été un exercice plutôt facile car déjà engagé, mais la démarche est néanmoins fastidieuse. Hein. C'est beaucoup de boulot, mais qui démarre pour certains from scratch, qui ont déjà une taille significative, mais c'est très vertueux ensuite parce que je vais revenir sur les raisons. Mais comme tous les process, il faut savoir, alors on parle de processus et tout, on va dire, ah ouais, mais on alourdit. Non, il faut savoir les prendre intelligemment et de manière pragmatique pour qu'ils ne viennent pas entraver l'action, parce qu'on est quand même dans un people business qui fonctionne avec une particularité, c'est qu'on a des séquences de vente en temps réel. Vous le savez bien, quand on vous appelle pour une mission, on veut vous voir hier soir et 2 minutes avant, je pense si ça se trouve, on ne savait même pas qu'il allait y avoir une mission. Donc, il faut savoir à la fois cultiver les processus qui cadrent et une organisation un peu flottante, avec pas des règles partout, pour permettre l'agilité et donc l'action. C'est un subtil mélange qu'il faut trouver, une espèce de chaos organisé qui permet d'être hyper réactif à la fois. Donc, la mise en place des processus au sein des VMT est vertueuse à plusieurs égards et à mon sens pour tout le marché. D'abord, alors pourquoi ? D'abord, c'est un outil important de la gouvernance pour pouvoir franchir des caps de croissance. Hein. Il y a certains caps qu'on ne peut pas franchir dans une organisation au doigt mouillé. Je prends le premier cap, c'est le cap des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. 5 millions d'euros, si vous repérez à peu près, je vous disais qu'une affaire, c'est à peu près 170 000 euros. Ça veut dire que globalement, ces 5 millions d'euros, vous allez les faire avec 2-3 associés ou directeurs associés, une ou deux RH, une office manager, et là, vous avez 5 millions d'euros. Le cap d'après, ça veut dire qu'on passe à une organisation plus complexe, où on va déployer plus de directeurs associés, où on va déployer du back-office plus important, et donc, il faut que les gens parlent le même langage, il faut que les gens savent où ils prennent les informations et qu'il n'y ait pas 10 personnes, 10 organisations. Et ça, tout le monde n'est pas capable de faire. Et tout ça, ça va venir simplement à vous garantir un nombre croissant de missions. Parce qu'une entreprise qui se développe mécaniquement dans le métier, c'est une entreprise qui propose un plus grand nombre de missions. Donc, la première valeur ajoutée pour vous, c'est que si l'entreprise est structurée, elle va pouvoir déployer plus de missions. Ça sert ensuite directement au développement du management de transition, parce que s'il est mieux opéré par tous les acteurs, hein, et c'est un peu l'objectif de la fédération, avec une recherche de qualité et de valeur ajoutée, on va faire perdurer nos métiers, nos organisations, notre valeur, et donc notre marge. Voilà, donc on va fonctionner en résilience pour déployer ce marché. C'est aussi une garantie de réassurance et de qualité pour nos clients hein, auprès des grands groupes. Alors, moi, j'ai l'intime conviction que la labellisation Bureau Veritas, en termes de business, ce n'est pas elle qui nous apporte des affaires. En revanche, paradoxalement, elle nous évite d'en perdre sans le savoir sur des missions auprès des grands groupes. Parce qu'au bout du compte, les services achats ou leur donneur d'ordre, il va dire ah bah oui, mais eux, ils sont labellisés qualité, c'est un gage de qualité, dans les grands groupes seulement. Hein. On va plutôt avancer avec eux. Voilà. Et enfin, ça donne une garantie de forte qualité, d'unicité de discours et donc de perception client. Et là, je reviens à l'expérience client et à l'engagement. Si vous avez des processus stricts et si à chaque fois que vous vous adressez à un des directeurs associés dans une EMT ou qui vous propose une mission et que l'expérience elle est la même ou globalement la même avec des points de rencontre, que vous le voyez ou pas, c'est rassurant et le métier est mieux opéré. Concrètement, ça donne quoi ? Je vous ai dit, il y a 90 acteurs en France. Il y a 33 EMT membres de France Transition. Hein, c'est à peu près la moitié de l'activité en valeur. Et il y en a 10 labellisés et 13 en cours de démarche.
Voilà, allez voir sur le site de la fédération, francetransition.org. Faites-vous votre avis parce qu'il y a tout un paragraphe sur la labellisation. Vous pouvez aller aussi sur le site de Wayden et vous verrez. Donc pour moi, voilà, ça c'est un premier exemple d'innovation, en tout cas de transformation qui va être vertueux pour le métier du management de transition à partir du moment où on veut qu'il perdure. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'obligation aujourd'hui pour les EMT, comme pour les managers d'ailleurs, d'être visibles. Alors la visibilité, pour moi, c'est la visibilité sur le marché et sur les réseaux sociaux. Notre marché, il est une composante d'un tout petit monde endogame qui comporte ses codes. C'est le monde globalement des managers et des dirigeants qui ont plus de 45 ans et qui schématiquement vont gagner plus de 100 000 euros dans l'équivalent brut annuel des fonctions qu'ils occupent dans une entreprise. Voilà. C'est la croûte terrestre de la population active. On parle de tout juste 1%, je pense. On parle de 200, 300 000 personnes, dont une grande partie ne sont pas alignées avec le management de transition, puisque si on regarde 440 millions d'euros, ça fait 2500, 3000 missions par an. Donc on se regarde toujours le nombril, mais on est un tout petit monde. Je vous donne 2-3 repères. 440 millions d'euros en management de transition. Le marché du conseil RH, dans le même temps, fait 3,9 milliards par an. Et le grand marché de l'intérim, tout mouillé, tout confondu, c'est 30 milliards. Donc 440 millions d'euros, autant vous dire que c'est même une bonne nouvelle pour nous encore, c'est qu'on n'intéresse pas des gros acteurs comme Manpower ou comme, en tout cas, ils ont déployé certaines solutions qui ne portent pas leur nom, mais on reste relativement préservé et donc nos marges aussi. Il n'y a pas encore un Américain qui a déboulé sur le marché et qui a tout rasé. Et donc, dans ce marché-là, la notoriété et la réputation sont capitales. Sont capitales au-delà, on va dire, des préceptes de visibilité aujourd'hui. Nous, paradoxalement et en parallèle, dans notre métier de MT, dans la recherche, dans la phase prospective, dans la recherche des missions, ça consiste à quoi? Ça consiste à rencontrer des clients, des donneurs d'ordre, pendant la rencontre, à les marquer, à les flasher avec notre discours, et surtout faire en sorte que le jour où ils auront une mission à confier, ils se souviennent de nous, de Wayden, plutôt que du concurrent. Et c'est pareil pour chacun. Donc, on est quand même soumis à un paradoxe qui est hyper abrupt, qui est que, comme disait, tiens, si on revient sur l'évangile selon Matthieu, tu ne connaîtras ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, mon job, c'est de rencontrer un client et puis je dois lui dire des choses qui fait que dans 6 mois, peut-être, il pense à moi. Bon, eh ben, le moyen, pour moi, pour nous, c'est le digital. C'est-à-dire qu'en gros, je vais le rencontrer et derrière, je vais mettre en œuvre un certain nombre de milestones par les mails, par ce qu'on a vu, LinkedIn, les réseaux, l'invité, voilà, sur différents éléments, qui vont être un peu comme le supplice chinois, des petites gouttes en permanence qui fait qu'inconsciemment, au bout du compte, le jour où il aura une mission, il dira « Ah bah oui, j'avais rencontré ce gars-là, il était pas mal, et en plus c'est Wayden, tac, j'y vais ». C'est un fait, le marché du capital humain, dans cette logique, se digitalise. Et il se digitalise à plusieurs aspects, puisque au-delà, on va dire, de la phase prospective, elle marche aussi pour les candidats, pour vous, que ce soit en management de transition, mais aussi en recrutement. Qu'est-ce qui se passait avant dans l'expérience? Avant, bon, vous vous faisiez enregistrer dans une base, ou on se faisait, parce que moi aussi j'étais concerné, on se faisait enregistrer dans une base passive, non dynamique, qui était un espèce de fichier Excel ou je ne sais pas. Et puis après, il y avait un matching humain qui était opéré. C'est les associés des cabinets partnership dont je parlais. Donc en gros, c'était OK si on pense à vous quelque part. Donc le job, c'était de vous faire rappeler en permanence. Aujourd'hui, dans la nouvelle expérience, si j'ose dire, en tout cas dans les entités qui sont organisées et digitalisées, en amont, il y a une qualification, une calibration et une segmentation digitale qui est faite. Et bien souvent, en tout cas, c'est le cas chez Wayden, à laquelle vous participez, parce que la base, elle est dynamique, elle est enrichie automatiquement par vos CV ou par vous, et on met des surcouches de recherche booléenne au-dessus, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier, selon des mots-clés, des profils. On croise ça avec une sélection, une rencontre physique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on arrive
un matching digito-physique avec une pertinence exceptionnelle dans la recherche et on a déjà la connaissance de la personnalité des gens puisqu'on les a rencontrés. Donc en fait, les candidatures aujourd'hui sont hyper pertinentes et finalement, c'est plus qu'un CV, c'est aussi la personnalité de la personne derrière. Et pour le coup, je dis ça, c'est peut-être un prospectif, ça marche à peu près chez Wayland, mais c'est que le début. C'est que le début. Ça va s'accélérer, mais de manière incroyable. Euh, sur LinkedIn, aujourd'hui, vous avez de mémoire 750 millions d'utilisateurs mondiaux. En France, c'est 21 millions. Euh, je crois qu'il y a 55 candidatures par seconde et 2 millions de postes par jour. Donc, imaginez le poste que vous faites, il a une durée de vie qui est, allez, on va dire, qui est directement connecté au nombre de postes qu'il y a derrière, c'est-à-dire à la disparition de votre poste dans le global. Donc, les candidats sont obligés de se montrer et d'être visibles. Les EMT sont obligés de communiquer et d'être visibles de leurs clients comme de leurs managers. On parle de notoriété et prospective. Et on croise ça avec le fait que les algorithmes, je pense notamment à LinkedIn et à Google, se complexifient et se rapprochent progressivement de l'intelligence humaine. C'est-à-dire Google ou LinkedIn, aujourd'hui, c'est quelqu'un, il ne faut pas chercher à l'enfumer. Si vous l'enfumez, voilà, il vous sanctionne. Donc, vous descendez dans les rankings. Aujourd'hui, il faut être… euh, on parle avec précision, avec des contenus de qualité et on dit ce qu'on pense. Il est capable de voir… voilà. Donc, il faut faire hyper attention. Alors, concernant les EMT, finalement, pour moi, le digital, c'est un outil, c'est une facette de la transformation qui est incontournable et hyper importante, mais comme dans d'autres entreprises, mais qui reste une commodité. La vraie différence, ça va se faire dans la manière de l'intégrer au sein des équipes. Qui vont créer de la valeur, donc les usages, les mœurs, les valeurs, le fonctionnement. C'est pour ça que le lien finalement entre les candidats et les acteurs à l'interne de l'entreprise va perdurer. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est dans un people business. Ça ne va pas se déshumaniser pour moi, mais ça va devenir beaucoup plus précis et beaucoup plus en pointe. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre, d'un côté pour les EMT, pour nous, une accélération de la prospection. Le but du marketing automation, par exemple, c'est de traiter des grandes volumétries d'actions de manière chirurgicale et très appropriée à chacun. On y est déjà chez Wayden. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. En 2018, je suis une des premières entreprises de management de transition à avoir nommé un directeur marketing. Et j'ai été chercher quelqu'un d'une 40aine d'années, qui est un gars qui a fait son track record chez Nestlé et Coca-Cola, qui sont quand même les temps du marketing, et qui, depuis 10 ans, révélait les talents des startups. Donc, il est à la charnière de tous les outils d'aujourd'hui et on va dire, des fondamentaux du marketing. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il va y avoir plus de missions. Voilà. Le but, c'est d'augmenter la volumétrie de missions. Ce qu'il faut savoir, quand je dis accélération de la prospection, le taux de transformation d'une démarche prospective en cold call, c'est-à-dire en gros, on ne connaît pas le client, c'est 1%. Donc, en fait, en gros, vous faites 100 coups de fil ou 100 mails, en gros, vous avez un rendez-vous. D'où l'utilité du marketing digital et de tous les outils qui vont permettre de faire en sorte que de manière volumétrique, on parle avec les besoins d'une personne en particulier. C'est comme ça qu'on réalise nos prospections. En tout cas, les prospections, je veux dire, sur les périmètres nouveaux à déployer. Ce qui est important, c'est de faire matcher le bon contenu à la bonne cible. Et donc, il y a 2 enjeux majeurs au digital et au marketing. C'est l'enjeu de pertinence de la data, donc la qualité de la segmentation et la qualification des bases. C'est tout bête, hein. On a acheté, nous, une base de dirigeants récemment auprès de Compass. La base n'était pas du tout qualifiée. On avait, je ne sais pas, 5 ou 6 000 noms de gens qui étaient madame pour monsieur, ce n'était pas les bonnes fonctions, etc. Et c'est des gens qui sont théoriquement à la pointe de la data.
La pertinence de la data, c'est un des enjeux majeurs du digital, en tout cas du marketing digital actuellement. Et le deuxième enjeu majeur, c'est la nécessité, et c'est fastidieux, la nécessité d'avoir du contenu de qualité. Voilà. Et aujourd'hui, ça passe même plus par des articles, ça passe par de la vidéo. Les algorithmes de Google et de LinkedIn sont capables de reconnaître des vidéos, des photos, etc. Pour vous donner un peu concrètement ce que ça donne au sein d'une EMT comme Wayden, on a commencé la démarche du marketing digital en S2 2018. Je vous disais, on a été une des premières, si ce n'est la première, en EMT à avoir cette fonction à l'interne, un directeur marketing. C'est un boulot de 3 ans. Ça a démarré par repositionner la plateforme de marque, c'est-à-dire l'identité de Wayden, avec, vous le voyez derrière, avec notre logo et puis notre baseline Decisive People for Decisive Moments. Tout aligné derrière les discours et tout. Ça nous a permis de faire le site web. Le site web est un outil technologique qui a été conçu au-delà d'apporter une valeur ajoutée de connaissances sur Wayden et de notoriété, c'est aussi, sous le niveau de l'eau, un outil qui est conçu pour faire en sorte que Google nous aime et que quand vous tapez aujourd'hui management de transition sur Google, en gros, jusqu'à récemment, on était les premiers non payants parce que nous, on ne fait pas du payant, on fait que du SEO et pas du SEA. Et aujourd'hui, on est dans les 4/5e. Voilà, qui en tout cas, on est en première page. Et derrière, on est en train de passer à l'inbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'au lieu de prospecter, les appels entrants viennent à vous. En 2 ans, on est passé de 2% à 15% d'appels entrants. Voilà. Mais c'est beaucoup de travail et c'est jamais acquis. Voilà. Tout bouge. Et LinkedIn aujourd'hui est incontournable. Mais LinkedIn, rappelez-vous, enfin vous le savez, ça a été acheté par Microsoft. Donc, petit à petit, ils vont refermer, ils vont monétiser autre chose. Donc, ça ne va plus être les mêmes façons de procéder. Ou alors, il faudra mettre, en tout cas pour les recruteurs, je parle, que ce soit les entreprises finales quand elles recrutent en CDI ou nous quand on va aller chercher du candidat, il va falloir qu'on passe sur d'autres budgets ou sur d'autres façons de fonctionner. Tout ça, ça avance en temps réel et il faut rester hyper alerte. Voilà un peu sur l'aspect innovation, marketing digital. J'ai peut-être été assez rapide, mais en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Et puis le troisième exemple, c'est finalement préparer le futur, les nouvelles façons d'appréhender la vie et finalement le marché du travail aussi, parce que ça va changer. Le constat que je fais, c'est que dans 3-4 ans, et je le disais un petit peu, en 2025, les premiers millénials vont avoir 45 ans. Or, à 45 ans, c'est l'âge en général auquel on accède à des fonctions de dirigeant, de manager, globalement. Donc, les millennials, à partir de 2025, vont devenir progressivement les candidats et les clients du management de transition, l'écosystème du management de transition, en tout cas pour la part qui y seront intéressés, conjoint avant 1960. Donc, il y a 2 événements qui se combinent en même temps, qui vont faire que si le management de transition continue à se développer, aujourd'hui, je vous disais, on est dans un schéma où il y a peu de missions et beaucoup de gens disponibles, on risque d'arriver, le management de transition se développant, à plus de missions et beaucoup moins de gens disponibles. Donc, on va passer d'un marché, aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont prospectivement forts, c'est-à-dire des commerciaux. Celui qui gagne, c'est celui qui a la mission. Il y a peu de missions, c'est celui qui va aller plus vite que les autres, chercher la mission, prospecter, etc. Un marché de recrutement, c'est-à-dire ceux qui gagneront, ce sont ceux qui seront capables d'avoir les bonnes compétences ou de capter ceux qui ont des bonnes compétences. Donc, il va y avoir un changement de paradigme complètement majeur et qui vont changer radicalement la perception, les codes, les valeurs, etc. Moi, je suis né en 1970, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 50 ans, j'ai la conviction que le virage, il se prend maintenant. Et qu'on le veuille ou pas, les millennials, pour parler d'eux, en tout cas en particulier, ils arrivent en force, beaucoup plus nombreux, et fait nouveau, contrairement à moi, contrairement peut-être à vous, ils sont digital natives. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas en train de se dire ah, mais attends, comment s'adapter, voilà, il faut que j'apprenne, il faut que je. Voilà. Ils arrivent, c'est déjà intrinsèque. Au-delà du fait que j'ai plus le droit de dire certaines choses à la maison, je vois mes filles, mais c'est codé en code source à l'intérieur d'elles. Et en plus, cette génération, à mon sens, attend plus que jamais des choses sur lesquelles nous, on était peut-être plus laxistes, de la sincérité, de l'engagement, des valeurs, et ils ont les moyens de mettre en œuvre, par le digital, justement. Donc, on ne s'inventera pas millennials compatibles au pied du mur.
Et un des axes trouvés, déployés en l'occurrence chez Wayden, et c'est ce sujet-là que je voulais aborder, c'est l'accélération finalement de l'accélération d'une gouvernance un peu ouverte vers l'extérieur. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est mettre en œuvre chez Wayden, depuis la gouvernance jusqu'au bout de l'échelle, une démarche RSE. Et on a donc choisi, il y a un peu plus d'un an, c'était début 2020, c'était avant le confinement, mais finalement c'était providentiel parce que ça nous a permis de nous concentrer là-dessus et d'accélérer, de se faire labelliser RSE 26000. On a choisi le label Lucie, il y en a plusieurs. Vous connaissez Bicorp peut-être, vous connaissez il y en a d'autres. En tout cas, on a benchmarké un peu tout ça et on a choisi Lucie parce on pense que c'est le plus compatible avec nos métiers du service B2B, en tout cas B2B haut de gamme. Wayden est labellisé depuis le 25 février 2021. C'est un travail d'un peu plus d'un an. On est la première ou une des premières entreprises labellisées en France. C'est pas parce qu'on a le label, alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est pas parce qu'on a le label RSE qu'on l'a mis dans toutes les salles à côté du label qualité que c'est fini. Au contraire, c'est le démarrage. Le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept majeur qui n'est pas nouveau. En 1987, dans le rapport Brundtland auprès de l'ONU, la définition a été donnée, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Voilà. À ce jour, il y a 4 millions d'entreprises en France, il y en a seulement 20 000 qui sont très engagées, c'est 0,5%. Mais ça va s'accélérer. Et moi, la valeur ajoutée que j'y vois, elle est de transformer complètement la vision de l'entreprise dans son impact, parce que finalement, c'est une démarche qui est avec plusieurs prismes de façon d'opérer. Un impact dans son action vers la société. Quand je dis vers la société, c'est peut-être vers les salariés finalement, satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, exclusion, équité, voilà. S'occuper finalement aussi de l'entreprise, donc on parle vers l'économie, créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielle. Et enfin vers l'environnement, ça c'est préserver la diversité des espèces, les ressources naturelles et énergétiques. Donc en fait, si vous voulez, cette démarche, elle va toucher, en fait quand on étudie le label RSE, moi je l'ai découvert début 2020. Ce qui m'a intéressé, c'est que je pensais que le développement durable et le RSE, c'était un truc pour faire en sorte que la planète aille mieux et pour la sauver. En fait, le fondamental, c'est ça, mais ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a 25 principes d'action qui définissent la norme ISO 26000. Sur ces 25 principes d'action pour l'entreprise, il y en a 11 qui sont focalisés sur l'interne dans l'entreprise. Ça va de la gouvernance jusqu'à l'attention auprès des salariés, comment on est organisé interne, qu'est-ce qu'on fait pour comment on garantit le bien-être, etc. Il y en a 8 qui sont focalisés sur l'externe dans l'entreprise. Quel produit ou quel service je mets en œuvre, avec quel fournisseur je compose, comment je fais en sorte de m'améliorer de manière continue sur mes processus internes, etc. Et il y en a seulement 2 à la fin sur la planète. Pour vous dire, Wayden aujourd'hui est labellisé pour 3 ans, hein, avec une revue d'amélioration sur des engagements qu'on a pris au bout de 18 mois. Donc, on a un comité en interne qui s'est créé et qui va faire de l'amélioration continue pour mettre en œuvre les engagements qu'on a pris. Et ça va être en permanence, il va falloir qu'on se remette en question. Hein. Moi-même, au niveau de la gouvernance, qui suis plutôt on va dire traditionnel, ben, il va falloir peut-être que j'accepte de partager le pouvoir avec, de manière différente avec des gens et tout ça. Et je trouve ça super, parce que ça peut marcher. Donc, c'est un véritable changement de point de vue qu'il faut mettre en place. Et vous voyez bien que dans la norme ISO 26000, ça concerne l'interne de l'entreprise, ses produits à l'externe ou ses clients. Et au bout du compte, une action d'intérêt général pour la planète. Mais on focus tous là-dessus pour vous dire, à ce jour, Wayden est labellisé, on n'a même pas encore l'action d'intérêt général. Mais on sait sur quoi on va s'engager sur l'interne et sur l'externe, dont des choses assez difficiles à mettre en œuvre sur les 18 prochains mois. En tout cas, ces engagements, pour moi, ils sont de plus en plus attendus et exigés. Et ça va être le cas de manière croissante, à mon sens, par les clients, par les banquiers, les assureurs, les pouvoirs publics, les fournisseurs, les partenaires, les salariés, bien sûr. Donc, c'est une des réponses que j'apporte dans la transformation
pour nous cadrer et nous forcer pour aller vers le changement, faire en sorte qu'on puisse être compatible, pas les mêmes, mais être compatible avec tous les gens qui vont arriver sur le marché, parce que ça va être à mon sens incontournable sur les années qui viennent, tant auprès de nos clients qu'auprès de nos partenaires managers et toute l'économie en général. Voilà, j'ai pris 3 exemples. Voilà. L'objectif, c'était de vous partager les actions, les interrogations qu'on a actuellement, enfin que j'ai actuellement ou qu'on a actuellement en tant que MT vis-à-vis du marché. Cette vision, elle est la mienne, elle est celle de Wayden. Je pense fondamentalement qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver, ni une seule ambition d'ailleurs pour son entreprise. Mais quoi qu'il advienne, je crois que le plus important, c'est de savoir écouter les signes, savoir rester agile pour s'adapter. Et le plus difficile à faire toujours dans la courbe de deuil du changement, mais dans le management de transition, on soigne un peu, c'est la mise en œuvre. Le plus difficile, c'est la mise en œuvre, une mise en œuvre rapide et concrète des décisions. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Oui, merci Benoît. Je parle beaucoup en général, mais François, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les questions parce que j'ai un peu dans mes pensées. Donc, s'il y a des questions, je peux les prendre. Je ne sais pas si j'aurai les réponses, mais en tout cas, je vous le dirai si je ne sais pas répondre. Merci Benoît pour cette intervention qui est très appréciée. Je le vois dans les commentaires qui sont sur le chat. Olivier va nous regrouper quelques questions. Moi, j'en ai déjà une première. Tu parlais tout à l'heure donc d'innovation et de l'utilisation du digital au sein de Wayden depuis 3 ans. Ouais. Une question sur la prospection. Quelle est la part des missions que vous décrochez qui se fait encore à l'ancienne, c'est-à-dire en se basant sur le réseau des directeurs associés ou du directeur général président que tu es, et quelle est la part des missions qui vous arrivent, non pas forcément simplement en appel entrant, mais grâce aux outils digitaux? C'est du 70-30 déjà ou Alors, je peux te les classer en 3 parties. En gros, j'ai dit qu'aujourd'hui, on avait 15% d'appels entrants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, les 85 qui restent, c'est à peu près la moitié en prospection dynamique de notre part et la moitié, ce que j'appellerais du réseau. D'accord. Le réseau, c'est soit les clients qui ont déjà fait confiance à Wayden, qui rachètent, soit, comme tu disais, nos connaissances personnelles, que ce soit dans des écosystèmes connexes, également des candidats, des anciens candidats qui ont trouvé un job et qui, avec qui ça s'était bien passé, qui décident de nous faire confiance. Voilà. Je trouve personnellement que beaucoup de MT restent encore à travailler leur clientèle à l'ancienne, sans utiliser les outils digitaux qui sont à notre portée. Est-ce que c'est ton avis aussi ou pas? Je suis d'accord, mais ce qu'il faut voir, c'est que je pense que, allez, honnêtement, pour bien connaître le marché, le niveau de maturité dans toutes les EMT, parce que on a des pointeurs tous les jours pour voir un peu sur quoi les uns et les autres communiquent et tout. Il doit y avoir, allez, dans les EMT, dans les 90 EMT, je dirais, il y en a 3, 4 qui sont vraiment dans une maturité un peu hors norme par rapport au digital. Oui, le reste, ça se fait encore beaucoup à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est soit outbound, c'est-à-dire de manière prospective, je décroche mon téléphone, j'appelle le client, je lui dis que je suis le meilleur du monde, ou alors par réseau, aussi beaucoup plus. Et d'ailleurs, on l'a vu, je vous disais, le marché du management de transition a plongé de 20% parce qu'il n'y a pas une nouvelle mission. Je pense aussi en partie que c'est dû au fait que toutes les… Vous savez, quand c'est dur, quand c'est la crise, faut aller dans les tranchées, mais il faut creuser plus profond. Donc, ça veut dire qu'il faut se bouger un peu plus pour aller chercher les missions qui sont un peu plus cachées, où il y a un peu plus de concurrence, etc. Celui qui attend chez lui tranquillement que ça vienne à lui par réseau comme il a eu l'habitude, c'est plus comme ça marche. Parce que entre le moment où le client il a son besoin et le moment où il se dit ah bah tiens je vais appeler mon pote un tel, il y en a un autre qui est arrivé dans son bureau et qui lui dit ah bah tiens c'est providentiel, ouais c'est nouveau, allez je vais acheter. Et c'est comme ça que ça se passe. Olivier, quelles sont les questions que tu aurais repérées dans le chat et que tu pourrais nous remonter? Ouais, bonsoir Benoît. Alors il y a beaucoup de questions. Il y en a un certain nombre qui concernent le marché en fait. Alors une première question
qui relie en fait le marché et la RSE, dont vous venez de parler. C'est comment s'assurer que la valeur reste bien répartie entre le manager de transition et le MT. Ça fait aussi partie de la RSE, dit Catherine. On entend des TGM à 700, 800 euros. Voilà. Je vais vous donner, je ne sais pas si… Alors, vous savez, moi, je crois que fondamentalement, la transparence, ça paye toujours. Si on fait des choses mal, on paye un jour aussi. Les chiffres, pour donner des choses précises, le TJM moyen du baromètre de France Transition, c'est-à-dire globalement qui est peu ou prou celui du marché, c'est à peu près 1 200 euros 1 200 euros par jour, hors taxe, facturation client. Pour donner un référentiel, un billet de 100 000 euros équivalent brut annuel salarié, ça correspond à peu près à 650-700 euros jour. Comment vous faites? 100 000 fois 1,5 pour les charges divisé par 218. Si vous n'avez pas de véhicule de facturation, là-dessus, vous rajoutez un pouillème de portage salarial, vous allez tomber quelque chose entre 650 et 700. Et la clé de répartition communément admise aujourd'hui entre un candidat manager qui opère une mission et une EMT par lequel il passe, évidemment, dans des conditions normales de température et expression, c'est-à-dire globalement avec la valeur ajoutée dont je vous ai parlé et qu'en tout cas on se force à amener chez Wayden, c'est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour le manager, 1 tiers pour l'EMT. Voilà. Après, on peut discuter. Après, vous savez, souvent, je vois des managers qui disent « Ah oui, alors moi, 2 000 euros jour, 2005. » Je leur dis juste « Écoutez, c'est pas… Enfin, ok, je note, mais le marché s'impose à vous et c'est pas comme ça qu'est dimensionné le management de transition. On est moins cher que le conseil, mais on intervient tous les jours. On est un peu plus cher que le salariat direct. Après, à partir de quel… si j'ose dire TJM pour vous, on ne vous appelle pas. Mais ce que je note souvent, c'est que sur une belle mission telle qu'on peut les avoir, il ne faut pas s'arrêter au prix. On appelle et nous, on est en transparence. On regarde avec le manager de transition. C'est un gars qui a eu des fonctions de direction de manager. Il sait calculer, il sait de quoi on parle. On met sur la table et on regarde si on sait partager le gâteau. Puis si on ne sait pas partager, c'est pas bien grave. Il y aura quelqu'un d'autre, on fera une autre mission une autre fois. Ok, Olivier, tu as d'autres questions ou, Les contraintes des uns sont toujours les souhaits des uns sont toujours les contraintes des autres. Oui, alors une autre question relative en fait à ces missions de management de transition qui débouchent potentiellement sur un CDI. Qu'en pensez-vous? Alors, les profils sont-ils les mêmes et on voit de plus en plus de cabinets qui se positionnent sur les 2 tableaux, le CDI et le management de transition. Alors, pour moi, et en complément, on dit aussi que certaines entreprises prennent des managers de transition pour en faire une période d'essai pendant un peu plus de 3 mois, du coup. Ouais, alors ça arrive. Pour moi, il faut bien différencier le management de transition du recrutement. C'est pas du tout la même chose. Après, je sais que certains se positionnent avec les termes de recrutement accéléré. Je crois pas, en tout cas, c'est ma conviction à moi, je crois pas que… Enfin, c'est 2 métiers différents et je crois pas que vouloir être généraliste et capter tout, c'est possible. Nous, chez Wayden, ça peut arriver, mais jamais a priori, c'est-à-dire jamais dans le briefing, où c'est arrivé une fois, mais c'est avec un très bon client qu'on a voulu aider. C'est-à-dire qu'on avait déjà 5-6 managers chez lui. Et quand ça arrive, c'est, allez, entre 10 et 20% des cas. Entre 10 et 20% des cas, le client, à la fin, se dit « Ah bah tiens, le gars, il est super, est-ce qu'on ne pourrait pas le recruter ?» Voilà. Bon, bah dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que… Alors, nos contrats comportent des clauses de non-sollicitation de personnel, mais ça, c'est pour donner de la valeur à notre action. Et on est des adultes, on se met autour d'une table avec le client, avec le manager, et on discute. Et en général, on trouve des solutions. Et en général, si c'est un souhait, moi, je ne vais pas me mettre en débattant dans les roues sur un manager. À partir du moment où ça s'est bien passé, je veux dire, il va devenir un futur client. Tout va bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais… Oui, je pense. Ok.
D'autres questions, Olivier, ou peut-être les uns les autres en prenant le micro. Moi, j'en ai peut-être une autre en attendant. On sait que certains pays ont de l'avance sur nous. Quel enseignement peut-on en tirer en termes justement d'utilisation du digital ou d'innovation de façon plus large? Certains pays ont en avance sur nous, quoi, sur la maturité du management de transition ou sur le digital? Non, sur la maturité, certains pays ont de l'avance sur la maturité du marché du management de transition. On sait bien, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne. Bon, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements? Est-ce que tu regardes un peu, ou France Transition regarde un peu ce qui se passe ailleurs en termes d'innovation? Alors, le marché du management de transition en France, je vous ai dit… Excusez-moi, je peux prendre la parole? Vous êtes Laurent Jarocki. Je réponds à la question et je vous passe la parole après, ça va? Oui, ouais, ça va. Okay. Ouais, ça va. Donc, le marché du management de transition, c'est 440 millions d'euros en France, il y a 30 millions d'actifs. Globalement, en Europe, c'est un métier qui vient des pays anglo-saxons. Donc, la maturité de l'outsourcing a toujours été plus propice dans la façon de penser des dirigeants dans les pays anglo-saxons. Un des premiers pays qui a déployé le management de transition, on le sait, c'est les Pays-Bas. Aujourd'hui, les Pays-Bas, ça fait à peu près comme la France, mais ils n'ont que 11 millions de personnes, même pas d'actifs. Donc, c'est très mature aux Pays-Bas. En Belgique, c'est à peu près 100 millions. L'Angleterre, c'est beaucoup plus développé, mais c'est un marché très spécifique, parce que l'Angleterre, c'est 1,2 milliard, mais c'est un marché très particulier de job shopper. Pour le coup, c'est des agencies, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je t'appelle, tu fais une call avec le client, ça marche et tu y vas tout de suite. Il y a zéro valeur ajoutée, zéro suivi. C'est un peu du fire and forget, quoi. Donc après, c'est une autre façon de fonctionner. Et le marché anglais est, je crois, à la moitié ou aux 2 tiers un marché de marché public. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes façons de penser aussi. Et le marché le plus développé en Europe, c'est le marché allemand, qui est très structuré, qui fait 3,3 milliards. Et la raison pour laquelle c'est le marché le plus développé, c'est qu'en 1989, il a fallu vite trouver plein de dirigeants pour mettre à niveau les boîtes de l'Est. Et dans la façon de penser en Allemagne, il me semble que à chaque fois qu'il y a un dirigeant qui est mis en place, même en CDI, c'est quasiment des CDD de 2 ans qui sont requalifiés. Alors après, sur l'aspect digitalisation, je n'ai pas trop d'informations. Et pour finir, les pays latins, bon, comme la France qui s'y est mis, mais l'Italie et l'Espagne sont des pays qui sont beaucoup moins matures au management de transition. Mais je vous dirais, je fais le parallèle. Moi, j'ai découvert le management de transition quand j'ai commencé, non, pas quand je l'ai opéré, parce qu'en 2008, je ne savais même pas ce que c'était du management de transition. En 2012-2013, quand j'ai vu le marché et que c'était pour moi un océan bleu. Mais pourquoi? Parce que je venais du marché de l'outsourcing d'ingénieurs, je vous ai dit. J'ai passé 10 ans chez Altran et Alten. Et dans les années 2000, on avait connu la même maturité. C'est-à-dire les pays du Nord étaient des pays qui outsourçaient des ingénieurs chez les industriels en R&D. Et il y a eu un niveau de maturité qui est arrivé en Italie, en Espagne, très tardivement. Donc, j'ai l'impression même qu'on vit la même chose dans la maturité. Après, je pense que la digitalisation, c'est transverse. Tout le monde essaye d'y passer. Et je pense que c'est, au-delà d'être lié à un niveau de maturité du pays, c'est lié à un niveau de maturité des interlocuteurs. Et donc, ça va s'accélérer avec les générations des millennials qui arrivent. Mais nous, on a des partenaires en Allemagne. Bon, c'est encore hyper traditionnel, comme tu disais, François, à l'ancienne. Genre les 3 partenaires statutaires. En plus, en Allemagne, dès que vous êtes un peu dirigeant, vous êtes air doctor, vous faites plus d'opérationnel, vous êtes dans un bureau et voilà, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je peux vous donner des trucs, mais sur la digitalisation, je crois que c'est un peu ceux qui y vont, ils prennent des longueurs d'avance, mais il faut y aller. Laurent Jarocki qui voulait poser une question. Vas-y, Laurent. Je vous écoute. Ouais, non, en fait, il a répondu à mes attentes et puis à mes questions en fait par rapport à l'Allemagne, parce que bon, c'est vrai que l'Allemagne, ils sont, ouais, voilà, c'est vrai que l'Allemagne, ils sont au-dessus de nous par rapport au management de transition. Ouais. Même si c'est pas le bon terme en fait. Il n'y a pas que ces pays-là en fait. Il y a aussi la Pologne, il y a aussi la Roumanie, il y a aussi ils ont quelques années d'avance. Ils ont quelques années d'avance et surtout, ils sont beaucoup plus structurés. Donc, ouais, voilà. Par exemple, en Allemagne, vous voyez, en France, moi, je m'occupe du baromètre de la fédération.
sur 90 acteurs, ça en comporte 33. Donc, on fait des extrapolations pour dire, voilà, les 33 acteurs, ils ont ça comme TGM, comme truc, comme machin, comme activité. En Allemagne, dès que vous faites du management de transition, vous faites des reporting à la fédération, obligatoirement, et ils ont des chiffres globaux sur le marché. Et ils savent exactement. Mais ça, c'est aussi peut-être la culture allemande versus notre culture latine historiquement de vie dans le secret, et puis maintenant de je veux paraître le meilleur du monde sans le prouver. C'est clair. J'ai, François, une autre question pour Benoît. Finalement, c'est comment vous conciliez cette évolution incontournable du digital, mais tout en conservant le facteur humain. Ouais. On est quand même dans un métier où l'humain, le contact, la confiance, ça se bâtit autour de l'humain. Donc, comment conciliez-vous les deux? Alors moi, j'ai une conviction là-dessus. On peut faire des questions et des réponses courtes désormais pour qu'on puisse terminer dans une dizaine, quinzaine de minutes. Très bien. J'ai une conviction là-dessus et franchement, c'est difficile, mais je l'ai acquise en parlant avec plein de monde et tout ça. Voilà. La tout-digitalisation, c'est-à-dire l'ubérisation de nos métiers, en tout cas, n'arrivera pas sur les EMT qui savent rester haut de gamme. C'est aussi la raison pour laquelle on va tirer la valeur vers le haut, en tout cas chez Wayden. Il y aura une ubérisation, mais ça, c'est schématique, par le bas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer sur des fonctions de management moyens que petit à petit, il y aura des directeurs financiers, par exemple, qui vont prendre des comptables ou des responsables comptables ou des responsables de compte de gestion de manière un peu automatisée, tel qu'on peut le voir sur certaines plateformes qui existent. Je crois en revanche que sur les entreprises qui sauront garder la valeur, en tout cas Wayden, c'est ce qu'on défend, mais il y en a d'autres, il va y avoir finalement on revient toujours à l'expérience client, hein. On est dans le service B2B, mais mon deuxième B est tellement haut de gamme qu'il s'apparente au code du luxe. Et le code du luxe, pour moi, ce n'est pas le doré, le truc, c'est l'expérience client aujourd'hui. Et dans l'expérience client, moi, je ne connais pas un client sur une entreprise, on va dire, de plus de 200 millions d'euros, qui a envie de se plonger, de perdre du temps pour faire des économies de pacotille à trouver le bon manager. Et en plus, il veut mettre une signature intermédiante pour pouvoir taper sur une EMT si jamais le gars ne lui va pas bien et pas taper en direct sur la personne. Donc, je crois que le modèle plus tard, ça va être des directeurs associés qui sont hyper spécialisés et qui vont apporter une expérience client très forte. Et qu'en dessous du niveau de l'eau, c'est-à-dire à l'intérieur de l'EMT, tout va être hyper automatisé pour garder la valeur. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ma conviction et c'est aussi vers là qu'on va. Merci. Benoît, c'est Jean-Philippe Delmas, je suis DSI de transition et je voudrais savoir si vous partagez ma vision du marché à court terme suite à la pandémie. Actuellement, on a vu beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans des situations très difficiles et je pense qu'on va avoir des opportunités soit en fusion-acquisition ou soit en restructuration qui vont être amenées à être détectées sur une très grande échelle. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, le constat qu'on fait aujourd'hui, vous voyez, après le premier confinement, on s'est tous dit wow, restructuring, il va y avoir plein de missions et tout. Que dalle, il n'y a rien du tout. Je partage d'ailleurs et je discute avec mes confrères ou cousins de Hate Advisory ou d'autres spécialisés dans ces aspects-là. Tout ce qui est transaction en ce moment, il y en a beaucoup. Donc, le M&A, il y en a beaucoup. Donc, ça nous appelle des missions de post-merger integration, hein, d'intégrer les entreprises rachetées opérationnellement. Mais le restructuring, il y a zéro. Et pourquoi? Parce que tout le monde est sous cocaïne encore. Tout le monde a son PGE. Voilà. Donc, c'est facile de courir le 100 mètres dopé, mais dès que ça va s'arrêter, on s'attend à deux effets. Le premier effet, c'est qu'il va y avoir des missions de restructuring, et le deuxième effet, et je vous dirais aussi, faites attention, vous, si jamais vous captez des missions en direct, c'est faites attention à la solidité à payer vos missions de la cible. Hein, il va y avoir c'est pour ça, Patrick Canbar. Donc il faut faire très attention. Donc, je suis d'accord, Patrick Canbar, bonjour. Donc, du coup, effectivement, pour avoir fait une mission chez Valeo, effectivement, il y a eu un problème de trésorerie. Donc, du coup, derrière, il ne pouvait pas payer la mission parce qu'effectivement, derrière, on est cher, on est plus cher qu'un expert, même si derrière, on a un manager de transition, on intervient. Donc, du coup, c'est effectivement, on a des opportunités qui se présentent, mais est-ce que la solidité financière est là des entreprises pour nous payer ou pas?
Bah, ça, on ne peut pas le décréter. Hein. Je veux dire, enfin, moi, j'essaye. Vous voyez, dès le confinement, je me suis dit, oh là là, il y a la crise, il va falloir faire gaffe. On a étudié tous les trucs, les notes Banque de France, les abonnements Infogreffe Société. Il suffit que l'entreprise, elle ne déclare pas, vous ne le savez pas. Et la majorité des entreprises ne déclarent pas et ne publient pas. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, en intermédiation, et d'ailleurs, c'est peut-être une garantie pour vous en tant que manager, c'est que maintenant, moi, j'envoie des factures de réserve au début de la mission qui représentent à peu près un buffer d'un mois de mission. C'est comme ça. Et de toute façon, je garantis le paiement au manager parce que lui, il est intervenu et ce n'est pas à lui de prendre le risque. Mais ça, c'est ma décision parce que je ne suis pas là pour faire un coup, je suis là pour durer. Et voilà. Et on revient à l'expérience client, à la notoriété, à tout ça. Mais je choisis mes managers et je choisis mes clients. Ok, merci. Christophe Bartholomy souhaite prendre la parole, je pense. Oui, bonsoir à tous. Je rebondis sur la partie paiement. C'est clair qu'il faut aussi qu'on s'assure quand nos clients nous sollicitent qu'ils ont bien cadré leurs besoins et la durée du besoin. Parce que moi, actuellement, je suis en mission. J'étais parti pour une mission de 6 mois et là, j'en suis à fin juin, je serai à 1 an. Parce que le Covid est passé par là, mais en même temps, ils avaient mal calibré leurs besoins. Et au final, il s'est avéré que j'étais obligé de rester plus longtemps parce que je ne pouvais pas partir au milieu du projet, quoi. Et c'est un problème pour vous de rester plus longtemps? Ah bah non, personnellement, ça n'a pas été un problème, mais on a été obligé de remodifier un peu le contrat sur la fin. Et donc, du coup, je suis passé en 4/5e parce que ça commençait à coûter cher. Et parce que au niveau facturation, tous les mois, ça tombait quand même. Hein. Et ils me payent, mais il faut vraiment être vigilant sur cette partie et bien cadrer le besoin. Parce que sinon, là-dessus, financièrement, on peut se retrouver le bec dans l'eau. Hein. Je ne sais pas quel est votre, le sujet finalement que vous voulez aborder, mais un manager d'entretien au départ, c'est un homme libre et c'est un homme de virage, ce n'est pas un homme de run. Donc, c'est peut-être bien confortable pour le client. Et à un moment donné, à moins que ce soit une tactique pour vous de continuer la mission ad vitam aeternam, c'est aussi à l'EMT au manager de dire écoutez, là, on n'a plus notre valeur ajoutée, c'est très cher pour vous. On va vous aider à trouver, tiens, on en parlait tout à l'heure, les recrutements, on va vous aider à trouver la personne plus en truc, mais c'est plus monsieur un tel. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des missions où même le manager disait c'est bon, moi, la mission, elle est finie, maintenant, ça devient mode run, c'est confort pour le client, mais on arrête. Hein. Ouais, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, je les ai aidés à recruter, en fait. Donc là, normalement, d'ici 1 mois et demi, ça devrait s'arrêter. Mais c'est vrai que moi, là-bas, je suis manager de transition. Je ne suis pas là pour faire de l'opérationnel classique. J'étais là pour récupérer et redresser une situation, remplacer un cadre qui était parti, on va dire, d'une manière subite. Et on a fait tourner la boutique le temps qu'on recrute quelqu'un. Mais au final, aujourd'hui, il s'avère qu'ils ont mis quasiment 4 mois de plus qu'ils auraient dû pour une problématique de calibrage de poste. Quoi. Donc, voilà. C'était juste le petit point que je voulais faire. Merci Christophe. J'ai une question de Daniel Benamou qui voulait savoir s'il y a beaucoup de missions dans le médico-social. Alors, le médico-social, d'après ce que j'en sais, c'est un marché très spécifique. Et pour ceux qui sont intéressés par ce médico-social, la réponse que je peux vous faire, qui va dans le sens du marché, c'est il y a une entité, enfin il y a une EMT qui a une division spécialisée là-dedans, c'est MCG Manager à Lyon, avec son président qui est aussi président de la Fédération France Transition, qui est Jean-Pierre Lacroix. Donc appelez MCG Manager, ils ont une division spécifique dans ce domaine-là. Voilà. Ils ont beaucoup de missions sur cette thématique-là. Ouais. François, j'ai une question que je ne peux pas ne pas poser. Enfin, je ne peux pas poser. C'est nous sommes 18 femmes sur 140 en ligne ce soir. Alors, il n'y a pas vraiment de question, mais c'est un constat. Je ne sais pas si c'est lié à la population des managers du cercle ou si c'est un hasard, mais il me semblait qu'il y a un petit… Est-ce que Benoît, tu vas augmenter… Justement, il y a une femme qui souhaiterait poser une question. Alors, je vais laisser la parole à la femme, mais je vais vous dire que si… Il y en a même une deuxième. Je vais vous dire que si le cercle avait respecté la quotité de femmes au sein des missions, il n'y en aurait pas 18, il y en aurait eu 36. Puisque la répartition entre les hommes et les femmes sur les missions, statistiquement et en termes des chiffres du baromètre qui sortent de compilation de toutes les EMT, c'est 26% de femmes sur les missions. Et ça a évolué, puisqu'il y a quelques années, c'était 20-21%.
Allez, mesdames, je ne vous vois pas, mais posez vos questions, s'il vous plaît. Bon, alors, Catherine Andebloc, alors on va prendre un peu de recul parce que j'ai beaucoup aimé, Benoît, ce que tu as dit tout à l'heure sur ta vision sur 2025. Alors, comme tu sais, je suis économiste de formation et donc j'ai réfléchi pas mal sur le statut du manager de transition au sein de l'économie et au sein du fonctionnement de l'économie. Ouais. On connaît tous le statut des intermittents du spectacle qui nous emmène souvent dans les dîners ou les conf calls, les WhatsApp qu'on a avec nos copains à discuter de leur statut particulier. Mais honnêtement, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir un peu sur comment évoluerait ce job de manager de transition? Moi, j'ai pensé à certaines choses. On a donné énormément de… je suis là, vous imaginez, en tant qu'économiste, depuis mars 2020, je dévore la presse nationale, française et internationale. Quand on voit les milliards qui ont été attribués en termes de PGE, etc., est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent pour BPI ou pour Bercy d'engager des managers de transition pour accompagner certaines entreprises au lieu d'accorder sur des dossiers papier, parce qu'on sait tous les faire, enfin, que vous soyez DG ou directeur financier, c'est une vraie question que je me pose. Et donc aussi pour 2025, voilà, quel peut être notre rôle à jouer pour construire aussi cette économie plus durable? Quelle est ta vision sur ce point, Benoît? Écoute, bon déjà, je ne sais pas si je vais répondre juste, je suis hyper impressionné devant une économiste. Moi, je suis juste en train de regarder mon marché et puis d'essayer de trouver des solutions à tous les jours. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il y a un vrai problème en France. Tu sais, c'est un peu, on est au milieu du gué. Il y a des gens qui se lancent. Allez, on va prendre l'exemple du management de transition, mais qu'est-ce qu'on veut dire dans le management de transition? On veut dire simplement le fait de créer son propre emploi et d'être libre et à l'aise avec des situations d'interprojet et tout, et avoir la conviction et la confiance qu'on va retrouver un truc derrière. Donc finalement, ça libère vachement. Et je pense que c'est culturel. Je pense que c'est culturel parce qu'encore une fois, quand tu prends les peuples du Nord, tu prends aujourd'hui les peuples anglo-saxons en Angleterre, aux Pays-Bas, les gars, ils n'ont pas de problème. Ils sont freelance et puis ils vont retrouver un truc et entre-temps, ils savent que et tout ça. En France, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais on a tellement d'aide et tout que finalement, on voudrait… moi, je rencontre plein de gens qui disent « Ah bah ouais, mais je voudrais créer ma boîte, mais bon, le chômage, le truc, le machin, on ne peut pas tout compiler. Il y a un moment, il faut se le jeter dans la froide. » Voilà. Et je pense qu'en revanche, peut-être pour essayer d'apporter une vision, en tout cas ma vision à ta réponse, c'est générationnel. C'est-à-dire que, regarde, les millennials et tout, ils ne raisonnent pas du tout comme ça. Je pense qu'ils ont plus de confiance dans trouver leur prochain job et tout, donc finalement un peu plus tranquille. Ça passe aussi par l'utilisation digitale parce qu'ils savent qu'ils mettent leur CV à gauche à droite, ils savent qu'ils vont aller chercher dans des blogs, comme dit mes filles, GIYF, Google is your friend. Quand je leur pose une question, c'est GIYF. Bon, ok, je vais sur Google, je vais chercher. Et effectivement, je trouve. Donc il y a notre génération finalement, où il y a certains qui se sont jetés dans l'eau froide. Je l'ai fait une fois, comme je disais, moi j'ai vécu deux séquences où je me suis fait virer. Je me fais virer une fois d'Alten au bout de 10 ans. Ça m'a fait flipper, mais en fait, je me suis dit, derrière, j'ai trouvé un job. En 3 ans, je n'ai jamais vu Alten dans le même marché. Je me suis dit, mais le monde est super grand. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et la deuxième fois où, je ne sais pas, je ne me suis pas viré, mais j'ai eu un problème d'actionnaire, je me suis dit, attends, c'est bon, j'ai confiance en moi. Je sais que si je décroche mon téléphone, j'arriverai toujours à manger. Et ben voilà, on y va. Et je pense que c'est cette bascule qu'il faut arriver à faire en disant finalement, ok, le chômage, les aides, ça existe, mais ça ne doit pas être au service de mon confort, mais au service de pouvoir avancer. Et ça, c'est vachement dur à faire. Donc, je ne pense pas que ça soit possible sur les générations d'aujourd'hui. Ça va être possible avec des gens qui raisonnent différemment et les millénaires en sont. C'est ma vision, je ne sais pas si c'est la bonne. Merci Benoît. On va passer la parole à Olivier Mougeot. Non, mais je suis la deuxième femme qui voulait poser une question. Absolument, oui, bien sûr. Respect. Puis-je ? Bien sûr. Alors Benoît, oui. Je vous ai connu quand vous avez créé votre entreprise avec Gérard Fournier qui était oui. Et là, il y a longtemps que je suis une développeuse à l'international, russophone, pays de l'Est, worldwide. Et alors là, je découvre
Mira, exactement. Mirapollon. Voilà, quand je pense au pays de l'Est, je pense à Mirapollon, moi. Oui. Alors, j'ai un peu décroché parce que je suis partie en Amérique centrale, enfin bon, bref. Et là, je vous redécouvre dans votre évolution. Vous dites d'abord que vous êtes national et non pas international. Là, ça me désole. Et deuxièmement, vous parlez de 10 acteurs qui captent le marché. Donc, vous en faites 2/3 du marché intermédiaire. Oui. Donc, vous en faites partie. Oui. Qui sont les autres qui font de l'international? Alors, aujourd'hui, il y a 2 façons de faire de l'international dans le marché de management de transition. Il y a des entreprises, mais finalement très peu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marché du management de transition, c'est un marché très domestique. Voilà. On a des clients qui sont français et on va dire globalement, quand vous êtes dans cet écosystème, il y a suffisamment de missions pour aller pas forcément déployer une stratégie avant de savoir bien faire ce qu'on fait à l'interne, d'aller le faire à l'externe. Hein. Ça, c'est une vision de base. Aujourd'hui, schématiquement, quand je dis il y a 10 EMT qui captent les deux, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Exerfi qui capte les 2/3 du marché intermédiaire, c'est-à-dire il y a 10 entreprises qui partagent 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle globalement des 10 entreprises qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, le leader, vous le connaissez, c'est Valtus, il fait 50 millions d'euros. Oui. Le numéro 2, Delville, qui faisait 21 l'année dernière, qui faisait 21 il y a 2 ans, qui fait 15 cette année, reste le numéro 2. Aujourd'hui, le numéro 3 et le numéro 4, XPM EIM, je crois que ça fait 14 et 12 ou 13 et 11. Voilà. Et puis, après, nous, on fait 8,5. Donc, ça descend très vite. Donc, l'écart type, quand je vous dis, il est énorme. Voilà. À ce jour, il n'y a que Valtus qui a acquis une entreprise à l'international en croissance externe, hein, en Suède récemment. Je crois que l'Angleterre, ça existe, mais c'est pas significatif, c'est pas hyper développé. Et c'est la seule entreprise qui a une stratégie de développement international et qui soutient. Peut-être que d'ailleurs, c'est la seule entreprise qui a fait rentrer un fonds de private equity à l'intérieur d'elle. Hein. Bravo pour ce qu'ils ont fait. Après, il y a une autre façon d'opérer l'international, c'est d'avoir des partenaires à l'international. Oui, ils ont fait Will à Londres. J'ai pas entendu ce mot. Les toutes premières se sont regroupées dans une boîte à Londres, Will. Voilà. Alors, vous avez XPM qui a développé Willbrook, les partenaires internationaux. Vous avez EIM qui a développé des EIM partout international. Et après, vous avez quelques entreprises, Nîmes, qui a adhéré, en tout cas, qui a développé, qui a participé au développement, mais qui a adhéré à un réseau qui s'appelle Senior Management Worldwide, dont Grégoire, le président de Nîmes, est le président de ce réseau. Vous avez Valtus qui entretient son réseau Globalize, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont racheté une boîte qui était en Suède. Et puis, il existe peut-être un autre réseau. Mais vous voyez, l'international, ça reste une stratégie à ce jour de réseau, et ce n'est pas encore, en tout cas dans la maturité du management de transition et dans la taille des entreprises, une stratégie, on va dire, de croissance externe. Sauf Valtus, et peut-être à 50 millions, on est capable de le faire. À 8 ou 10 millions, je peux vous assurer à ce jour, et là c'est vraiment en transparence, il y a tellement de choses à faire à l'interne, en France, domestique, que voilà, on fait, cette année je crois qu'on va avoir, en 2021, on a démarré sur le chapeau roux, on a eu des opportunités, on va avoir 5 ou 6% à ce jour de notre chiffre d'affaires à l'international. Et c'est plus il y a des opportunités prospectives qu'on fait qu'il y a une boîte en Suède qui nous voulait un gars, et on avait fait tout le retournement de Philips Lighting il y a quelques années. C'est plus opportuniste. Si je suis transparent avec vous, hein, alors ça changera peut-être, et avec la maturité, je pense que en transition, si les boîtes se développent, on va forcément aller à l'international. Voilà. Désolé, j'espère que je réponds. Merci Benoît, oui absolument. Merci. La parole à Olivier, et je voudrais préciser à ceux qui nous quittent, parce qu'il est déjà 20h, que je vous ai laissé un petit questionnaire dans le chat pour nous donner votre avis sur cette séance. Olivier Mougeot, c'est à vous. Oui, je vais être bref et merci. Voilà, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Bercy, de perfusion, de cocaïne. En fait, il va falloir définir quelles sont les entreprises qu'on va maintenir et celles qu'on ne va pas maintenir. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir un énorme marché d'évaluateurs, de gens qui vont
justement, parce que l'État ne va pas pouvoir tout faire. Ouais. Sauf que moi, je suis CFO, analyse financier et CFO de bilan. Et d'ailleurs, on a un parcours pas très, très éloigné dans ce que j'ai fait avant dans le acquérir des sociétés et puis les intégrer au groupe. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est quoi exactement la question? À l'origine, c'est le marché que représente l'évaluation des entreprises qui sont qu'on va soit continuer à épauler ou réduire la dette, ou soit qu'on va laisser tomber. Et à mon avis, comme c'est énorme, il y a un marché potentiel énorme. Le marché du management de transition dans sa phase restructuring est un marché qui est plutôt focusé en amont de la phase qu'en stress plutôt qu'en distress. C'est-à-dire que nous, on intervient avant les problèmes, avant la DCP, à partir du moment où la direction a décidé de mettre en place un plan d'action de recouvrement, enfin de retournement, et de manière dynamique. C'est très rare qu'en management de transition, on intervienne après la DCP, c'est-à-dire après la déclaration de cessation de paiement, donc passage en procédure collective. Voilà, donc c'est plus un marché préventif que curatif. Après, je vais vous dire, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 4 millions d'entreprises en France. Je vous parlais d'entreprises, allez, schématiquement, le management de transition, c'est un marché qui se focus sur les entreprises de plus de 100 millions d'euros, 200 millions pour nous, mais 100 millions d'euros. Et il y a 40 boîtes qui font plus de 3 milliards, 4 milliards, c'est-à-dire le CAC 40. Globalement, on parle de 5 ou 6 000 entreprises. En 2017, il y a de mémoire 7 entreprises de plus de 75 millions d'euros qui passent en DCP. C'est-à-dire que dans les entreprises structurées, les gouvernances sont organisées pour prendre des plans d'action préventifs. Et c'est là qu'on intervient en management de transition. La majorité pour revenir sur ce que vous disiez, des dépôts de bilan et donc de toutes les procédures collectives à soutenir et tout, elles sont sur des entreprises qui font, je veux dire, moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des toutes petites PME. Voilà, à part quelques grands exemples retentissants qui font la une des Échos et de la presse. Mais donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je réponds bien. Oui, il va y avoir des opportunités, à mon sens, dans le management de transition sur la partie restructuring. C'est des opportunités qu'on aura davantage par réseau qu'une boîte qui vous appelle comme ça, parce que c'est un tout petit écosystème endogame, des mecs du restructuring, des AGI, etc. Nous, on a nos réseaux, par exemple, on travaille beaucoup avec le BCG Turn. C'est comme ça qu'on a fait Oscaro, c'est comme ça qu'on a fait d'autres entreprises qui nous font confiance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Non, c'est très bien. Merci. Voilà. Tiens, en 2020, il n'y avait que 20 défaillances de plus de 100 millions. Ben voilà, c'est epsilonesque. Donc, ça veut dire que les gars, ils ont pris les décisions avant et ils ont mis en œuvre des managers de transition, peut-être de Wayden, de Valtus ou en direct, je ne sais pas, pour prendre les plans, ou ils l'ont fait eux-mêmes. Mais plus l'entreprise est grosse, plus elle est structurée, plus elle sait anticiper ses problèmes. C'est normal, ils ont des CEO, des CFO, tout ce qu'il faut pour voir ce qui se passe. D'autres questions, des dernières questions peut-être avant qu'on ne clôture là? Allez-y. Oui, moi je veux bien. Oui, Martine. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question concernant les achats. Certains de vos confrères disent que depuis le début de l'année, ils ont eu très peu de missions, du style une ou deux missions, ce qui est extrêmement faible. Et j'aimerais avoir votre position là-dessus, si vous connaissez les stats sur les achats. Moi, je peux vous donner la vision de Wayden. Ouais, je trouve que le marché il est un peu mou en ce moment. Et globalement, alors, qu'est-ce qui s'était passé en 2020 ? On avait démarré, mais hyper fort. Mais quand je vous dis hyper fort, moi, je m'étais projeté sur des croissances, on allait faire 12 millions d'euros. Mon objectif, il était à 10,5 millions l'année dernière. On fait 8,5, mais on fait plus que l'année d'avant, puisque l'année d'avant, on avait fait 8. Donc, on est en croissance, on est une des rares entreprises en croissance, parce qu'on cultive cette dynamique, finalement, prospective. On en parlait un petit peu tout à l'heure. L'année dernière, on avait démarré très fort, et puis après, ça s'est arrêté au 15 mars, comme tout le monde. À year to date, là, en 2021,
je suis sur un trend où je suis à peu près à 70% l'année dernière. Voilà. Donc, ce n'est pas formidable. Je ne sais pas pourquoi le dire. Je pense que ça va se détendre un petit peu avec le retour au boulot, la libération du télétravail. Je pense que, en tout cas, j'espère et je veux croire que ça va redémarrer très fort parce que ce que je ressens et ce que je constate, c'est que tout le monde a envie de bosser et tout le monde a envie de consommer de l'autre côté et de se libérer. Donc, je parie sur un redémarrage rapide, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est pas super. Alors, comme c'est pas super, c'est encore pire ce que je vais vous dire parce que les affaires, elles sont un peu bancales et il y a de l'hyper-concurrence parce qu'on est tous comme des morbacs sur les quelques affaires qu'il y a. Donc, c'est encore plus dur de les closer. Voilà la vérité. Oui. Donc, Patrick Calbar, c'est quoi qui est formidable et c'est quoi qui est super? Merci. Peut-être alors une dernière question, parce que je vois Oui. Frédéric Philippe qui insiste, on n'avait pas vu sa question, c'est quelles fonctions connaissent et connaîtront la plus belle croissance dans le management de transition chez Wayden et en France? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les postes de DG, c'est à peu près 10% d'émissions. Et les plus grosses missions, la plus grosse volumétrie, c'est sur toutes les problématiques, on va dire, finance, RH, SI et tout ce qui est amélioration de la performance industrielle, etc., processus orga, etc. Donc, tout ce qui va directement à la marge. Mais la plus grosse croissance attendue, j'en sais rien du tout. Sincèrement, je pense qu'à l'échelle du MT, ça dépend vachement où on prospecte, où on va chercher, etc. OK. Mais je ne sais pas si… En tout cas, si c'est la fin, déjà, je voulais vous dire merci à tous. Merci à toi, François, aussi. Je suis quelqu'un de joignable si vous avez des questions et d'une manière ou d'une autre, comme à chaque fois, je vais répondre à chaque message. Hein. Si les gens m'écrivent sur LinkedIn et tout, je réponds toujours. Quoique, je dois me concentrer sur le fait de vous trouver une belle mission avant tout. Hein, mais voilà. Et pour tous ceux qui voudraient postuler chez Wayden, si ce n'est pas déjà fait, je sais qu'il y en a 50%, le plus simple, c'est de vous inscrire sur l'espace manager de nos sites internet et nos équipes RH vont vous apporter une réponse sous quelques jours. Vous indiquez que vous avez fait ce webinaire. Comme ça, on va avoir un traitement un peu particulier pour les gens qui ont pris le temps de m'écouter. Très bien. Merci, merci Benoît. Avant de nous quitter, je voudrais, en partageant cet écran, vous inviter à répondre à ce petit questionnaire, le dernier, que je mets également dans le chat. Je l'ai mis déjà 2-3 fois, mais pour nous donner votre avis sur cette séance, comme nous le faisons depuis le début, depuis les 4-5 séances que nous avons passées ensemble en compagnie de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires et à nous faire des propositions d'amélioration, comme Benoît le proposait aussi pour Wayden. J'ai mis dans le chat en début de réunion, Benoît, suite à ta demande, au fait que tu aies dit, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis ton mail hein, dans le chat pour ceux qui ont noté entre 1 et 3 étoiles. Ceux qui ont noté 4 et 5 peuvent aussi te écrire, je pense. Mais… Bien sûr, ça me fera plaisir. Voilà. Écoute, je voulais terminer par remercier les 165 ou 170 managers de transition qui, au fil de la soirée, sont venus se connecter à ce webinaire. Merci à tous d'être fidèles et merci aux nouveaux de découvrir le cercle. Merci donc, Benoît, pour ta présence et ta très belle intervention. Vraiment, les remarques dans le chat sont intéressantes. La thématique a beaucoup plu. On aurait pu rentrer évidemment plus précisément sur un sujet où tu aurais été dithyrambique, je pense, et on n'a pas assez de temps, qui est celui des plateformes digitales. Oui. Mais on ne va pas rouvrir le débat là parce qu'on n'est pas couché. Mais grand merci en tout cas pour ton intervention. Et puis à une très prochaine à tous, bien sûr. Merci à tous. Bravo. Et puis à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup pour mon invitation, Joël Offray. Je suis un très vieux manager de transition dans le groupe Suez depuis 1996 d'abord jusqu'à ma retraite. Et j'ai continué à le faire à titre bénévole, à ma manière,
pour sauver certaines petites entités. Bravo. Peut-être pas de grande taille, mais des entités jusqu'à 1 million. Donc voilà. Donc ça... Bravo, écoutez, merci pour cette intervention qui conclut parfaitement cette soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de répondre au sondage, hein, s'il vous plaît.